c'est un peu les légendes qui font naître l'imaginaire. Et souvent on dit que beaucoup de légendes, ou même la légende elle-même, contient une part de vérité. Et vous, vous en pensez quoi par rapport à ça? Alors Jean-Yves, on est venu ici parce que je sais que tu m'avais raconté une histoire par rapport au Morphala, Ouais. lors de notre émission, notre échange. Et vu que là on est sur les lieux, j'ai envie de te dire, il faudrait que j'aimerais bien que tu la racontes à nouveau. Toujours Voilà. pareil pour les gens qui n'auraient pas vu l'émission. Avec deux petites précisions, je crois. Donc j'avais pas su situer, je l'avais dit c'est fin 19e, début 20e siècle, et en fait ça a été consigné en 1890. D'accord. Donc c'est un monsieur qui s'appelait Monsieur Bourne, on n'a pas le prénom, qui était bûcheron et qui habitait la commune du Chélat, qui est la commune qui est en dessous. Là on voit, alors il y a une usine, il y a... Bon, ça, bien sûr, ça a beaucoup évolué dessus depuis, mais on passera tout à l'heure dans des hameaux encore très rustiques. Et il allait voir sa promise à Sailles, et qui est de l'autre côté. Et il passait par... Enfin, j'ai calculé tous les passages possibles et tout, donc à travers les sentiers, les trucs, et il fallait qu'il traverse par les bois. Donc il devait passer a priori dans le bois qui est là en dessus. Le bois a gagné depuis, hein. C'était très agricole. Il y a des endroits où c'est un peu à l'abandon. Et il ressortait de l'autre côté pour aller voir sa promise, donc à Sailles. Et il se trouve qu'il avait déjà entendu parler de géants velus qu'on appelait les Morphala, et qui vivaient dans les bois par là, dans les environs. Mais apparemment, il n'avait jamais vraiment attaché de l'importance à ce truc-là. Et pendant qu'il allait voir son ami, il est tombé nez à nez avec un Morphala. Alors là, on est vraiment dans le grand gabarit, parce que c'était une créature qui devait faire dans les 3 mètres, et qu'il a pris, qu'il a mis sur son épaule et qu'il l'a emmené, et il s'est retrouvé au milieu d'un groupe de Morphala qui baragouinaient. Ils avaient un langage. Il a dit, ils parlaient, mais je comprenais rien. Et puis ils n'ont pas fait de mal, hein. Ils le regardaient un peu comme une curiosité, parce qu'en fait peut-être que les Morphala doutaient de l'existence de l'humain, ils l'apercevaient que de loin. Ils avaient peut-être envie d'en voir un plus près, quoi. Comme nous, si on attrapait, mettons, un petit lièvre, eh ben, on voudrait bien le voir de près, quoi, ou je sais pas. Et alors, il s'est pas senti vraiment, il s'est pas senti apparemment en danger, mais ça l'enquiquinait quand même. Et il se trouve qu'il a pris sa pipe, il a dit, je vais fumer une pipe, et puis ça va passer le temps, quoi. Pendant ils discutent entre eux, et il y en a un qui lui a arraché la pipe, et ils se sont mis à se bagarrer pour la pipe. Et donc lui, il en a profité pour s'en aller. Et puis il est descendu, alors je sais pas s'il est redescendu du côté de chez sa copine ou du côté de chez lui. Enfin, ce gars-là, il a raconté toute sa vie cette histoire, il a vécu assez vieux. C'était un gars qui n'était pas connu pour raconter n'importe quoi. C'était un bûcheron sérieux, un mec bosseur, tout bien.
l'histoire ne dit pas par contre s'il a épousé la jeune fille en question. Il a toute sa vie, il a dit, il y en a qui le prenaient pour un zinzin, il y en a qui disaient bah oui, les morphala ils existent. Et toute sa vie, il a dit, ce que je vous raconte, c'est vrai. Alors, dans une précédente vidéo, il y a quelqu'un qui a mis que je racontais des bêtises parce que cette histoire, elle s'était produite au Canada ou aux États-Unis. Bah effectivement, il y a eu des histoires similaires. Mais si on cherche comment on peut dire, dans les vieux documents, on s'aperçoit qu'il y a un bouquin donc de 1890 en France qui raconte cette histoire. Et c'est pas un gars qui avait vu des Bigfoot à la télé qui est allé écrire ça. Oui, oui. Puis voilà. N'oublions pas les colons aussi. Voilà. Et puis les colons français pouvaient raconter, ont peut-être pu raconter des histoires de France en Amérique. C'est ça, ont importé l'histoire. Voilà, ça après, puis rien n'empêche que la même chose à peu près se soit produit. Il y a plusieurs histoires de gens embarqués. Il y a même l'histoire de quelqu'un qui est embarqué dans son sac de couchage par un Bigfoot. Voilà. Et donc là, on est sur les lieux, mais on va redescendre. Bon, on ne peut pas savoir exactement, puisqu'on ne sait pas exactement de quel point du Sheila il est parti. Par contre, on sait exactement où il allait. Et donc, il devait passer en diagonale, en gros, comme ça, pas par les chemins, pour être le plus simple, les sentiers, tout ça. Le bois était donc un petit peu moins présent. C'était plus, l'agriculture était plus... Il y avait plus de vaches, de machin. Mais on est sur les lieux. De toute façon, c'était pas loin. Voilà. Je peux pas dire mieux. Alors ici on est dans le cœur de Grenoble, dans la vieille ville, c'est ça? La partie médiévale de la ville. Voilà. Et ici en fait on peut voir une statue de ce qu'on appelle en fait un homme sauvage. Et on peut voir qu'il tient une sorte de... un bouclier d'armoirie. Bouclier, avec... il est armé d'un bâton, donc assujetti par certains seigneurs. D'ailleurs c'est aussi un fait qui revient souvent dans l'histoire locale. Et donc la partie... il y a une partie donc, de pierre de taille qui est restée entre les deux bâtiments. Du coup, ils ont conservé une petite statue dont la tête manque. Elle a été piquée ou sabotée. Enfin, en tout cas, c'est du sabotage, même c'est la tapis. Voilà. Donc, en fait, tu as quelques représentations insolites comme ça. Et c'est pas la seule à Grenoble. Si tu veux tourner, il y a de quoi faire. Il faut prendre le temps de regarder. Quoi. Je te montrerai aussi le point zéro. On passera sur... Enfin, on verra. Je te ferai voir d'autres petits trucs. D'accord. Alors là, Damien, je suis en train de remarquer là quand même cette tête. Ça a quand même la tête un peu, on pourrait dire, d'un homme sauvage. C'est quand même très typé, le nez large. Une humanité parallèle ou alors peut-être la représentation d'un emblème, je sais pas. Et en plus, je vois qu'en dessous... Là, on ne sait pas grand-chose sur la sculpture. Ça, c'est bizarre aussi. Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est un symbole ésotérique. Ouais. Je ne sais pas le traduire. Mais... Il y a plein de bizarreries si on regarde dans cette ville de Grenoble. Toutes les villes. Je ne peux pas en dire plus, mais quand même quelque chose de... T'as vu un peu la taille et les proportions de cette porte? Ah, attends, bouge pas. Alors si on regarde bien, on peut aussi voir que dans les yeux,
Il y a une sorte de... Ouais, ouais c'est ça, comme si ça voulait t'hypnotiser un peu. C'est assez... C'est un super travail appliqué, c'est clair. Ouais. C'est quand même assez space. Hein. Et tout ça sur une porte. Après, ça c'est pas une grande porte, tu vois. Alors on est face à une porte qui est très très jolie. Très connue à Grenoble aussi. Alors pourquoi il y a marqué alors Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ça c'est un carré magique. Carré magique. Voilà. Alors après, on peut pas en dire grand chose, si ce n'est qu'il y a eu une multitude de travaux qui ont été effectués pour la compréhension du talisman. Mais alors, ce qu'on peut voir, c'est que Sator Arepo, si on retourne tous les mots, que ce soit lui, regarde, Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Et ben on fait l'inverse, Rotas, Opera, Tenet, Arepo, Sator, donc Rotas, tu vois, en fait c'est ça qui crée la magie de ces talismans. Alors après je peux pas en dire grand chose non plus, hein. Ouais. Il y en a encore qui cherchent, sauf que apparemment ce sera un talisman. D'accord. Certains disent que c'est une reconnaissance chrétienne. J'ai envie de dire Damien, j'ai l'impression que la magie nous poursuit. Ah oui, mais elle est qu'est-ce qui se passe? Il faut juste apprendre à observer, à voir les belles choses. Exactement. Et tu vois cette porte, moi ce qui me... Sur cette porte, par rapport à celle qu'on a vue tout à l'heure qui était gigantesque, avec les deux serviteurs qui ressemblaient à des hommes sauvages, avec les poils et agressifs, et qui tenaient quand même la pièce pour cogner là, pour ouvrir la porte dans la gueule, ceux-là ils étaient assujettis dans la grande porte. Et quand on revient ici, c'est la dimension. Les proportions, elles restent de bonnes proportions, quoi, à 2 mètres de haut. Et elle est un peu plus discrète quand même s'il y a ce symbole qui est un petit peu. Voilà. Alors ça, je me suis posé la question sur des petits détails comme ça, mais ça par contre, alors c'est pas sûr, mais je pense que ça c'est le symbole du maçon qui a sculpté la pierre. Oui, parce que les anciens maçons à l'époque, tu les trouves de oui, c'était comme une signature pour voilà. eux. Et donc, à mon avis, c'est probablement ça, mais c'est sans certitude. Chez moi, c'est la même chose aussi. C'est sans certitude. Ah, c'est partout pareil, le Moyen-Âge, ils laissaient leurs empreintes sur la roche qui sculptait. D'ailleurs, il y a des endroits, c'est super, parce qu'on voit le nombre de maçons qui ont traversé, qui ont bossé sur certaines forteresses médiévales, et tu te dis, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui arrivent, ils avaient chacun leur petite signature. Là, on est sur le jardin creux du parc de Philippeville, derrière donc le téléphérique, les grues qui montent à la Bastille. Et ce jardin il est censé représenter le premier village de Grenoble, Cularo, à l'époque celte. Donc, il faut s'imaginer qu'autrefois, c'était des huttes, petites maisons en bois, et qu'il n'y avait pas l'Isère, mais un petit lac. Donc c'était surtout des pêcheurs. Alors par contre là Damien, je voudrais savoir, la statue qu'il y a là-bas, tu m'as dit c'était Hercule, c'est ça? Alors ça c'est Hercule, et là il porte son gourdin, et il a réalisé un de ses travaux, c'est la toison d'or. Mais moi je pense que ça a plutôt un lien avec la partie sauvage de ces hommes sauvages qu'on trouve dans le secteur, et il a enlevé sa peau de bête. Oui, parce qu'il y a il porte ce fameux bâton aussi. Ouais, on dirait un gourdin. Donc dans le sens, on peut interpréter comme l'homme qui retire sa peau de bête et qui se civilise aussi. Ouais. Puis il y a aussi je sais pas si tu connais le fait de mettre cette peau de bête qui te transforme en... Là il l'a ôté. Hein. Ouais. Et ouais, ça fait penser à l'homme sauvage aussi. Ouais. Après on trouve des signes partout en fait. Exactement. Mais c'est normal. Bon, du coup on va aller voir la statue d'un peu plus près. Eric Rose à la quoi? Ah, à la cire perdue. Je sais pas trop ce que c'est. Donc Hercule il aurait vaincu qui là? Hercule, tu sais qu'il a civilisé, c'est un lien avec les civilisations. D'accord. Hercule, c'était un peuple qui était allé chercher la science à travers 12 travaux, tu sais, 12 travaux d'Hercule. Un coup, il était allé piquer du bétail, un coup, il était allé chasser, je sais pas quoi. Enfin, et en fin de compte, il y a un acte civilisateur, quand on relit l'histoire, en interprétant, il y a un acte civilisateur dans ces actes et ces 12 travaux. Et parce qu'en fait, ici, il faut savoir que c'était le Cularo, c'était le premier
village grenoblois, mais à l'origine celte. D'accord. Donc en tout cas, quand tu nous racontes l'histoire d'Hercule, il y a des détails qu'on nous a pas forcément appris. Parce qu'il y a des choses qu'il faut interpréter. Toute cette initiatique, et après l'initiation, en fait, la façon dont tu vas interpréter, ça ne sera pas le chemin que vont, enfin, ce sera pas l'interprétation que les autres vont avoir. C'est selon aussi la façon dont tu vas ressentir les choses. En fait, ce moyen de communication par la symbolique, si tu veux, c'est une forme de langage divin. Et tous les symboles, ils sont là pour communiquer quelque chose, mais à n'importe... Enfin, il n'y a pas de langue, en fait. C'est une interprétation avec les yeux, avec leur ressenti. Mais en tout cas, moi, ça me donne l'impression qu'on ne s'arrête pas assez aux détails. Bah, avant, les gens ne savaient pas lire, donc on les initiait de cette manière. Parce que là, on a une vraie lecture du lieu, en fait. Après, moi, je reste assez limité. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Tu nous racontes ça d'une façon très intéressante, en tout cas, et qui pousse à être plus curieux. Et j'espère que ça sera le cas pour beaucoup. J'espère que chacun fera ses petites recherches de son côté. Alors ça c'est dingue parce que quand tu vois des pierres comme ça, en plus en fait c'est des anciens hôtels de culte païen. Dit païen mais avant ça n'était pas. Et en fait ces lieux ils ont récupéré les pierres, les archéologues, et les ont placés au musée. Mais bon, c'est un truc que j'aurais jamais fait. Moi j'aurais laissé ça en place à l'endroit où ils étaient. J'aurais préféré construire à côté et garder cette pierre que de la ramener au musée personnellement. Elle permettait en fait d'avoir une identification précise du lieu. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Du coup, elle a fini dans une salle, dans un musée. Enfermée dans un endroit où pas grand monde la voit. Où c'est une pierre qui prend la poussière. Ouais, non, c'est... Allez, on continue notre ascension à la découverte donc de cette statue en bois de l'homme sauvage. Mais on l'a pas trouvé. Alors on l'a pas encore trouvé, mais du coup en même temps c'est bien de se perdre ici, je trouve. On découvre pas mal de choses. C'est que c'est encore grand. Sur ces vidéos. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, c'est colossal. Bon, étant donné qu'on est et qu'on reste de grands enfants, je pense qu'on va s'amuser à passer dessous cette grande structure. Qu'est-ce que t'en penses, Damien? Allez, on y va. À mon avis, ça n'a pas été conçu pour être une autre pièce.
c'est pour le... Ça, quoi, ça me fait penser aussi. Ouais, Regarde, là, si on regarde celui-là, il est plus jaune. regarde Damien, on dirait pas la patte d'un gros dragon. Ouais. Ouais, ça, justement, ça éveille au fantasme plein de choses. Ouais. Des serpents, des choses qui brouillent sous terre. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est Smaug. Ouais. Je crois qu'on y est. Eh ben, c'est très joli, mais c'est aussi très grand. Et donc voilà notre homme sauvage. On l'a trouvé. Il est là. Il est de belle taille. Il est bien sculpté. Génial. Homme. Alors, homme sauvage. L'écu de la ville, c'est un écu de la ville. Allez, je vous le montre de plus près. Il y en a plein d'autres, je sais pas où ils sont passés. Je sais qu'il y en avait d'autres. Il y avait d'autres statues de l'homme sauvage. Oui, c'est sûr. Donc c'était pas la seule. Ils en ont peut-être dans les collections qu'il ne faut pas voir aussi. Moi je sais pourquoi il l'a enlevé. Il savait qu'on allait venir faire des recherches sur lui. Les autres, c'est qu'on les a jamais vus en vrai. Par contre j'ai l'impression que ça représente vraiment un homme. Et ce qui s'est Il y a ce passé côté, du côté de Vorep. Il y avait des hybrides. C'est pour ça oui. qu'ils les ont exterminés à l'époque où... C'est la chrétienté, ça. Ouais. Ouais. Et ça fait le rapport aussi avec la femme sauvage de Ah ça non, je ne vois plus. Zana. Ah oui, donc ça c'est un autre, à l'autre bout du monde. Mais il y a aussi ce côté... C'est-à-dire c'était l'humanité parallèle qui était en train de s'éteindre jusqu'au après 17-18e siècle. Encore des traces qui sont très probables. Honoré de Balzac, on a parlé dans le médecin de campagne, où justement il soigne un de ces individus, Oui. il ne sait pas s'il Ouais. doit le situer entre un être humain, même qu'il est humanoïde et qu'il est plus proche de l'humain, mais qui a vraiment une sale gueule. Et, Il fait et très je, peur. et je précise que Balzac, il écrit pas n'importe quoi non plus. Ah non, non, bien sûr. Il écrivait des belles histoires, des beaux romans, mais mais assez réalistes. Et il a une très belle. D'ailleurs, c'est à lire, franchement, pour les gens qui aiment l'histoire. Il faut puis, lire il- Honoré de Balzac parce qu'il a introduit vraiment la vie de l'époque. Ouais. Et puis je pense aussi que à l'époque, peut-être que parler d'un homme sauvage, ou même le côtoyer, c'était chose de tous les jours. Contrairement à maintenant où on le prendrait presque pour des Il fous. s'était asservi pour garder les troupeaux, Ouais. c'est sûr. Et Tout à un comme moment donné, Zana, hein. On est un peu dans le même... Ce qui s'est passé sur Vorep, les derniers velus, ils ont été exterminés parce qu'à force, les paysans, ils profitaient des femelles. Et ils On en commençaient revient à la avoir même histoire. Des hybrides complètement débiles. Voilà. Donc là, si on regarde cette iconographie qui peut représenter aussi, comme ils disent, un écusson. Donc ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'on en revient à ces mêmes actes sexuels qui étaient faits sur les femelles en fait. Exactement. Et qui a fait que ces êtres, enfin, en tout cas ça a mené à des hybrides. Et celui ressemble, il a quand même un visage plus humain que certaines représentations. Et oui, c'est ça. Donc après, est-ce qu'aussi il y a des descendants, comme certaines disent, qui sont descendants de ce genre d'espèce? C'est probable, on sait aujourd'hui que Néandertal est dans les gènes de l'espèce sapiens. Nous on a dit l'espèce sapiens qui veut dire sagesse, je suis pas bien sûr s'ils aient bien, je crois pas qu'ils aient bien employé la chose, mais, bon. Mais en réalité oui, dans nos gènes on a en tout cas les gènes de Néandertal. Donc, Alors il me semble aussi, il n'y aurait pas eu une humanité Si- parallèle et on n'aurait pas aussi des gènes d'autres types d'anthropoïdes. alors il me semble aussi qu'en Russie, qu'il y a un Oui. monsieur de la MMA qui dit qu'il descendrait de ces gens vivant dans les bois quoi. C'est Igor Burtsev qui parle de ça. Mais oui, en tout cas, il y a plusieurs histoires avec l'homme sauvage et la possibilité d'hybrider le genre humain et c'est évolué. Et surtout qu'avec le temps qui passe, il serait très difficile de voir... On connaît Nicolas Valuev, Oui. ce grand boxeur, champion du monde, qui fait 2,30 m et qui a une force colossale et des bras qui descendent sous les genoux. Et lui, lui-même, c'est un monstre, hein, tu vois le truc, le type, et pourtant il est d'une gentillesse incroyable, hein, tu vois dans ses documentaires, tu regardes sur internet. C'est un mec qui est très intelligent même. Et en fait, lui-même, il dit, mais j'ai une force surnaturelle par rapport à la moyenne des hommes. Et d'ailleurs, il en a fait un atout pour la boxe. Et d'ailleurs, c'est vraiment un champion. Et ce gars-là, eh ben, il dit qu'il descend, donc il est très poilu en plus. Oui, Tu verras, il y a des combats, il les livre, on voit, il a le torse poilu, il est incroyable. Et puis ce qu'il y a de chouette, c'est que c'est lui qui précise ce genre de C'est choses. lui, du coup, il suit de près les recherches sur les hommes sauvages en Russie. Donc c'est quand même quelque chose, quoi.
avec les plus grands cryptozoologues, enfin chercheurs en cryptozoologie aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc vous avez la statue donc en bois, Alors, une représentation. La représentation, ce qui est intéressant, c'est de voir que les genoux, il manque les poils, le nombril, la poitrine, et la plupart des représentations des sauvages, dans les descriptions, il manque toujours les poils autour des seins, des genoux. Alors le nombril, je n'ai pas entendu pour l'instant, mais là on voit que sur ce motif, il a été réalisé par rapport à une connaissance de la personne qui a réalisé Qui a fait le ce sculpte. portrait, cette sculpture, je pense. D'accord. Pour moi, vraiment. Donc moi quand je vois cette sculpture ici, et avec ce qu'on a filmé avant, dans ce que j'ai pu vivre avec vous pendant le premier jour, c'est-à-dire le jour hier, et encore ce matin, et quand j'arrive devant ça, avec tout l'historique bien sûr qu'il y a derrière, toutes ces observations qui doivent, mine de rien, continuer à l'heure d'aujourd'hui, mais dont on n'a pas des rapports, parce que peut-être que les gens n'osent pas prendre la parole là-dessus, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, honnêtement, il ne serait pas temps peut-être de se dire, mais que finalement, il y a peut-être vraiment quelque chose qui est là, qui vit dans nos forêts, et qui serait peut-être temps de regarder aussi la nature avec plus d'émerveillement, et à partir de là, rendre notre monde, par la même occasion, plus fantastique. Donc aujourd'hui on est revenu sur les lieux où j'avais laissé la caméra et donc on ira voir ce qu'il y a dessus. Mais c'est vrai que encore une fois on trouve on trouve quelque chose de très intéressant. Donc on voit une branche qui passe l'une par-dessus l'autre. C'est là c'est par-dessus, là c'est par-dessous et au final on voit que ça forme aussi une arche en fond. Et donc tout est regarde, c'est assez bluffant. Et je suis pas sûr que c'était là qu'on est venu quand on est venu hier. Ouais, on a tous les trois un doute sur le fait que la structure n'ait pas été un peu modifiée. Ouais, Mais bon, c'est vrai que de toute façon ça on l'a pris et on l'a baissé pour que ça vienne jusqu'à là. regarde celle-ci comme elle a été coincée pour tenir là aussi. Tout le long, c'est coincé quoi. Et parce que si tu le lèves, hop, tu vois la branche, elle remonte. Si je descends, hop. Et là il y a un truc Ouais. tipi aussi. c'est tressé. Là ça fait tipi, regarde autour du cercle. Ouais, on retrouve les fameux tipis. Ouais, ouais. Ben là d'ici on le voit bien. Mais à chaque fois, c'est tressé. C'est ça qui est super étonnant. Parce que la nature ne peut pas tresser. Une grosse branche qui a été On retournée. va faire le test de plantation de... Voilà, donc on va essayer de faire pareil. Nous, ça me fait vraiment penser à ce qui se passe en Alaska. Ils prennent des grosses branches, alors beaucoup plus grosses que ça quand même, ou des troncs même, et ils les retournent. Et là on est un peu dans le même style. Et si je me mets plus haut, et punaise, ben, on peut voir. Je fais les cascades, je prends des risques pour vous tous. Mais on peut voir que C'est pas évident de tenir un piquet de bois comme ça. Voilà, sans, il est là. sans outils en tout cas. il est ici. On dirait que sur le haut ça forme une... On dirait un sceptre de mage. Tu vois ce que je veux dire? Sceptre de Gandalf. C'est un message. Ouais. Pour moi, il y a peut-être un message. C'est-à-dire, une créature qui a posé ça. Je pense pas que c'est un homme qui a fait ça. Parce qu'on voit la difficulté pour l'enfiler dans le sol. Et puis surtout, encore une fois, on peut regarder partout autour de nous.
Enfin, c'est facile à remarquer parce que ça fait vraiment... ben voilà, ça fait tache dans le décor, quoi. Mais les probabilités pour que la branche elle tombe, déjà je sais pas d'où elle vient parce qu'il n'y a rien au-dessus, et qu'elle se plante toute seule, elles sont quand même relativement faibles. Oui, oui, on voit que ça a été... 0,009% de chance. C'est ça, ça a été planté. Maintenant, pour quelle raison? La difficulté pour la planter, quoi. Puis je sais pas, il y a une sorte de... On dirait que ça a été... Bah, c'est la souche, elle est à l'envers. Ouais, c'est très propre. Alors, c'est pas nous qui avons fait ça. Ouais. C'est pas du land art. Ouais, puis je pense que il aurait une autre gueule. Ou alors c'est un type de land art d'auteur inconnu, d'artiste inconnu. Du coup, on va lancer la mode. Les gens, Il faudrait pas que ça généralise, voilà, que des personnes s'amusent à faire des traces de Bigfoot volontairement. Comme on connaît le problème de l'ufologie aujourd'hui, pour le traiter, c'est devenu très compliqué parce que avec les moyens qu'on a en informatique et en montage vidéo aujourd'hui d'incruster tout ce qu'on veut et de modifier l'image, au final ça devient très compliqué de faire une enquête sérieuse sur des vidéos qui peuvent être crédibles et véritables. je pense que c'est pour ça que les gens s'en éloignent en fait. Exactement. Et prennent plutôt ça comme ouais, des étrangetés faites simplement par la nature. Et c'est dommage que de vrais experts quoi, ne se posent pas certaines questions à ce sujet parce qu'encore une fois, il y a de la matière. Plus tu feras du terrain, plus tu seras étonné, tu auras des surprises comme ça, inexplicables. Mais sur le terrain, en fait, c'est toi qui vois les choses, qui perçoit le mystère. C'est plus la bouche d'autres personnes. Donc pour toi, c'est beaucoup plus crédible, ça a un sens encore plus important. Tu te demandes, franchement... Et sans arrêt, tu as des petits mystères comme ça, quand tu pars en quête de ce genre d'enquête, ça reste quand même quelque chose de complètement surnaturel, l'homme sauvage. Alors qu'on a l'impression qu'à l'époque, et pourtant il y a des traces, quand on est allé au musée, qu'on voit les récits d'époque, c'est des faits. C'est pas comme si on avait inventé quelque chose. Et j'ai l'impression que ça semblait complètement normal pour eux à l'époque. Et pour nous, en parler maintenant, comme tu dis, on est rentré dans un truc surnaturel, quoi. Alors que s'il faut, à l'époque, franchement, quand je vois la documentation là-dessus, je me dis que ouais, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce genre d'individus qui vivaient à côté, en tout cas aux abords des êtres humains. C'est très proche aujourd'hui des habitations. Ils sont pas, mais bon, en fait, ça en évite aussi des forêts denses qui sont quasiment impénétrables. On voit personne qui passe dans ces zones-là. Là, ça brûle, je vous le dis. Là, pour revenir aux champignons, c'est peut-être aussi un endroit sympa. On en trouvait beaucoup. Mais oui, non, il faut se remettre à rêver. Mais en fait, c'est vrai que ça serait beaucoup plus intéressant de trouver un être, un homme singe type gorille dans les bois. Voilà, ça serait rationnel. On dirait, voilà, il y a vraiment une créature qui existe, on l'a vu. Mais en fait, ça reste insaisissable. On n'arrive pas à la voir, à percer ce mystère. Mais on sent aussi dans le lieu, en fait. Moi aujourd'hui, j'ai une forme de sensibilité à la forêt, à la nature. Et on sent qu'ici, on a l'impression qu'il y a des regards posés sur nous. Bon, ça, on dira, c'est peut-être le regard des sangliers, parce qu'ici, c'est plein de gibier. Là, il y a des crottes, il y a des traces en pagaille. Et en général, les deux sont liés, le phénomène gibier et homme sauvage. Puis moi, il y a un sacré mystère. Je me dis aussi qu'il s'est peut-être éloigné de l'être humain, de nous. On parle d'esclavagisme, on parle d'esclaves sexuels. Enfin, ça, exactement. Donc forcément, ça donne pas envie de venir à notre rencontre. Il y a des cas d'hybridation avec l'homme sauvage. Exactement. Pour eux, à l'époque, qui sont recensés encore une fois. C'était du concret à l'époque. Hein. Et donc il y a eu le massacre de Volrep qui a fait grand bruit à l'époque, mais qui a été étouffé ensuite par malheureusement la chrétienté qui n'aime pas qu'on parle de ce genre de choses. Et en fait, il y a bien eu des choses par le passé. Maintenant, est-ce qu'il pourrait subsister quelques hommes sauvages dans nos montagnes? Pourquoi pas? Moi, au final, ça serait plus facile de me dire qu'il a quelques spécimens ont pu survivre et sont encore se promènent encore parmi nos forêts. Et c'est ça, qui ont vu les atrocités qui étaient faites et voilà. qui ont eu le temps peut-être de s'échapper et d'aller vivre dans les bois reculés
pour éviter d'être à l'abri des regards, tout simplement. Surtout qu'apparemment c'est un animal qui serait nocturne. Il a une vie nocturne, il verrait la nuit. Animal, je sais pas pourquoi je prends l'HSV, aurait une vie nocturne, quoi, je pense. C'est à supposer. Donc automatiquement, un grand pelage noir dans l'obscurité, c'est très difficile à déceler si on n'a pas les yeux perçants pour le voir, ou alors à part les caméras thermiques ou les caméras thermiques, après il faut un équipement derrière pour essayer de choper quelque chose. Bon, on choperait sûrement beaucoup de cochons sauvages et de cerfs ou de... Mais oui, bon après c'est le jeu aussi, hein. C'est l'aventure, hein. On court après le mystère. Mais quand on voit... comprendre, mais c'est de plus en plus confus et en fait on y comprend de moins en moins. Enfin, je crois que des fois c'est beaucoup plus... Ce mystère est beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. Oui, et je trouve qu'être avec vous ici même dans les bois, au moment où quand on regarde les journaux télévisés, on parle de guerre, ben, je me dis que franchement, ouais, on est bien ici. Et finalement... que cet homme sauvage existe ou non, il nous fait marcher dans les bois, il nous fait nous promener. On a froid, on a soif, on a mal aux jambes. Jeannot est foutu d'ailleurs, ouais. Il se repose. Alors voilà. Il a tué l'ancien, pourtant il a l'habitude. Non, c'est ça l'aventure. Et là on est quand même sur 30% de pente, quoi. C'est clair. C'est pas un endroit où passe beaucoup d'humains quand même. Et puis voilà, et au final ça fait de belles connexions, de belles rencontres et une belle aventure humaine aussi. C'est le but. Ah ouais. Rencontrer des personnes qui s'intéressent au même sujet. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même comprendre qu'on évolue et que c'est bien de parler de mystères qui sont souvent des mystères, je vais dire, de druide à bouche de druide, d'oreille de druide à bouche de druide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des réseaux qui font des recherches, mais qui ne parlent pas vraiment de ce qu'ils font. Alors peut-être que dans le milieu de la cryptozoologie, ça ne sera pas bien apprécié d'avancer la possibilité d'une immatérialité, mais je pense que toute éventualité est à suggérer aussi. Ça fait partie d'un champ d'hypothèses. Et puis c'est bien aujourd'hui de pouvoir vulgariser la chose, Alors je faire suis comprendre pas... qu'il y a encore de la magie et des choses à découvrir dans ce monde. Ça. On a été trop longtemps... Alors après je suis pas spécialement croyant, oui. mais je sais qu'il est dit, je suis le Dieu du vivant, mais je suis aussi le Dieu de l'invisible. Donc, si ceux qui croient en Dieu croient les paroles de celui-ci, ça voudrait dire qu'il y aura aussi peut-être un monde invisible, je sais pas. Encore une fois, je n'affirme rien, mais c'est, tu vois, c'est quelque chose que je me suis rappelé. Et donc on parle, voilà, je suis aussi le Dieu de l'invisible. Et ce qui est étonnant, moi je suis ouvert à toute éventualité, mais c'est vrai que certaines éventualités sont un peu plus compliquées quand on parle de rationnel, d'immatérialité. Au jour d'aujourd'hui, imaginez si c'était réellement des créatures, des entités de la forêt, protectrices de la forêt, et qui ont la possibilité parfois qu'on les voit. C'est pour ça que souvent quand on capte des images ou qu'on fait des photos, elles sont diffuses, parce que peut-être que c'est pas une matérialité comme la nôtre, mais ça peut-être à un moment, à un instant précis, on arrive à voir des formes, des choses. Et c'est ça, c'est qu'en fait on peut théoriser sur plein de choses en fait. Et ça peut être très matériel, comme on peut aller sur de l'immatériel, et c'est là où on rentre donc dans ce domaine de l'émerveillement, du fantastique, et finalement ça pousse nos neurones à s'ouvrir à autre chose, à essayer de réfléchir, à découvrir, se cultiver aussi, je tiens à le préciser. Et franchement, c'est pas plus mal. Surtout que dans cette quête, dans cette course-là, après l'homme sauvage, finalement, il n'y a rien de terrible. C'est juste merveilleux. C'est sûr, c'est sûr. Bien, et ça, je te le confirme parce que il n'y a rien d'effrayant. je te le confirme parce que je suis bien. Je suis vraiment bien. Là, le fait d'être avec vous, c'est vraiment un vrai plaisir. Le fait de voir tout ça de mes yeux, j'avoue, ça me fait poser encore plus de questions. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que moi je me mets comme quelqu'un de lambda qui est avec vous, qui vous suit, et j'essaye de regarder autour de moi, d'analyser du mieux possible et de me dire attends, mais ça, comment ça aurait pu être fait? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est quelqu'un comme moi, comme toi, qui se sera amusé à faire ce genre de structure, de Tetris? Et au final, on s'aperçoit que quand même il y a des choses qui clochent. Vous pouvez le voir encore une fois là, mais voilà, il n'y a aucun souci, tout est, j'allais dire, des bois classiques, comme on peut trouver un peu partout. Ça, c'est des forêts qui ont été plantées pour utiliser le bois. Hein. Même derrière moi, alors là, c'est pas planté derrière moi, mais on voit que bon,
il y a des arbres qui tombent, des branches qui sont tombées, il n'y a aucun souci. Mais il y a quand même au bout d'un moment, hein, Damien, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on arrive sur des structures où on voit que... Et puis ça tape à l'œil. On voit tressées. Voilà. Moi, ce qui me perturbe surtout, c'est la manière dont c'est tressé. Qu'on puisse voir un truc, un tressé, on se dit, bon, voilà, peut-être il s'est passé un phénomène avec du vent, on ne sait pas trop. Mais à des endroits, quand même, le bois a été charrié, le bois a été tressé, et les branches sont vraiment fixées et puis entremêlées. Enfin, il y a du tressage, donc automatiquement, le tressage, c'est quand même, ça prête à réflexion. Oui, ça demande une forme d'intelligence, ça c'est certain. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait ça, quoi? C'est pas un sanglier, hein, je pense pas. Bon, et puis aussi, il y a des branches d'arbres qui sont utilisées, qui ne sont pas dans le coin, qui sont de plus loin. C'est-à-dire que c'est amené dans un autre endroit pour faire ces structures. C'est le boulot qui interpelle, parce que le boulot, c'est quand même un bois blanc, donc quand on voit qu'il n'est pas dans le coin et puis qu'il est un charpentier, quoi. On se dit, même le bûcheron, je vois pas l'intérêt du bûcheron de ramener des branches de bouleau, à moins qu'il ait nettoyé peut-être dans le coin des bouleaux. Enfin, il y a des possibilités, il faut être ouvert à tout. Il ne faut pas se dire que forcément ça va être l'homme sauvage, forcément c'est comme ci, forcément c'est comme ça. Moi, j'ai pas de réponse. Moi, je tente de percer un mystère. Le jour où je l'aurai vu à 10 mètres de moi, ce que j'aimerais, que ça se manifeste, je me dirais, ben là, je l'ai bien vu, là. Il est réel. Mais j'aurai encore plein de questions derrière, je pense, des nouvelles. C'est le problème de la connaissance. Quand tu vas sur une montagne, tu vois tout ce qu'il y a derrière. Donc tu as des nouvelles questions et des nouveaux univers à explorer, tu vois. Et j'invite les gens justement à s'émerveiller, pas forcément sur les phénomènes cryptides, HSV ou loup-garou. Il y a plein d'autres univers magiques. Il y a plein d'autres univers. Ouais. Tu vois, parce que je me suis aperçu encore là, on peut voir, il n'y a aucune grosse pierre ici qui traîne. Enfin, on voit, franchement, et puis des fois, plus des coulées de boue là. Et je sais pas si tu remarques, mais tu te rappelles qu'on a marché aussi pareil avant-hier, ces pierres qu'on retrouve derrière les arbres et qui sont pas du tout tu sais, avec une couleur vive. Des galets, on se demande ce qu'ils font là. Ouais, et puis ils sont là, puis partout autour, il y a rien qui fait le rapport avec ça. Là par contre les galets c'est quand même aussi franchement étonnant parce que pour aller chercher ces galets là au milieu d'un bois, tu sais à quoi ça me fait penser? Je vois pas un paysan, déjà il n'y a plus de paysans dans ces secteurs, il y a longtemps que les forêts sont plus entretenues, c'est pour ça que justement la forêt gagne du terrain, surtout ceux des... Enfin, je vois plus beaucoup de gens qui ont envie de couper du bois sur des pentes comme ça, bon il y a quand même encore des bûcherons qui le font. Mais la forêt n'est pas exploitée autant qu'avant, avant ça aurait été sûrement un mont pelé avec de l'herbe. Aujourd'hui, bon, on a des beaux arbres, hein, quand même. Là on a quand même un conifère qui doit avoir au moins 50 ans. Il y a quand même quelques sujets. Ça a été planté, je pense, par des personnes, enfin par des gens. Ouais, donc tu vois, encore une fois, ces pierres aussi peuvent... C'est un détail, mais je pense qu'il faut en tenir compte. Mais ces galets, ça paraît, surtout la façon dont c'était quand même étonnant. Et parce que Jean-Yves, il est quand même 5 jours par semaine à travers la montagne de Belledonne, à fouiner, à faire de recherches. D'ailleurs, tu as vu, c'est un magnifique guide. Il connaît toutes les routes, les chemins, il passe de partout. Enfin bon, c'est un guide exceptionnel pour ce genre de situation. Parce que c'est vrai qu'on fait de la recherche, il faut trouver des bons guides aussi. Oui, et puis il faut préciser que les arches, ce qu'on a vu, on a beaucoup de chance parce que je peux vous garantir qu'il n'y en a pas partout. Voilà, il n'y en a pas partout. Il faut vraiment connaître, il faut vraiment avoir vagabondé dans les bois là en tout cas un certain temps pour... Tu as vu manifestement qu'il y a des tressages super intéressants, pourtant il n'y a aucun... ici il n'y a eu aucune personne n'a vu quoi que ce soit. Enfin en tout cas personne, si quelqu'un a vu quelque chose, il n'en a pas parlé quoi. Par contre Jean-Yves commence à enquêter sur des secteurs par rapport à des histoires qui ont été classées où il y a eu des phénomènes, donc le fameux Bigfoot qui a porté le père, comment il s'appelle, enfin qui a porté le fumeur là sur son épaule. Le Morphala. Le Morphala, et ben par contre on a pu, Virgile a pu avec nous observer le lieu, comment le lieu était en adéquation avec l'histoire. On n'a toujours pas vu le Morphala. Mais Jean-Yves enquête vraiment de manière, je veux dire, il prend la chose de manière sérieuse. Bon, des fois on plaisante entre nous parce que c'est un plaisir de faire ça et puis qu'on essaie de... Non, et puis moi, il m'a raconté hier soir, il s'est confié, parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas dire, et ça peut se comprendre. Ça se voit. Ouais. Mais il voit des choses, il y a des choses, il entend, il a vu des choses, et il est très sincère, et je pense que c'est... il veut le garder pour lui aussi d'une certaine manière, et je le comprends tout à fait,
pour protéger en fait, pour éviter que d'un coup tous les gens se mettent à venir, à vouloir, parce que tout le monde n'est pas bien intentionné comme Jean-Yves. Et il y en a qui peuvent très bien s'amuser à se dire allez on va le flinguer. En gros il faut savoir qu'aussi dans le milieu de la recherche cryptozoologique, par exemple en Afrique, quand on connaît certains chercheurs, il y avait des chercheurs qui voulaient faire des images, mais d'autres voulaient le capturer, ils étaient prêts à l'éliminer et lui balancer une balle pour ramener un trophée et dire voilà c'est moi qui ai trouvé cette espèce, sauf que c'était peut-être le dernier spécimen et il l'aurait supprimé à tout jamais. En fait voilà, il y a les kills et les no-kills dans la crypto. Et bon, après, je pense qu'il y a quand même de moins en moins de killers, mais on en trouve sûrement encore en Amérique, dans les grandes forêts. Là-bas, ils portent tous une arme, mais c'est très facile, si tu le vois, de le désigner. Et puis là, celui-là, ils le disent ouvertement. Donc voilà, on n'a pas envie que ça vienne aux oreilles de certains chasseurs qui sont un petit peu dingues et qui pourraient leur passer par la tête une envie de les supprimer, quoi. Et puis j'ai l'impression, j'ai envie de dire que Jean-Yves est à l'image de cet homme sauvage. Il préserve sa sécurité d'une certaine manière. Et le fait de ne pas dévoiler ses rencontres, comme il m'a raconté en off. On ne vous dira pas tout. Voilà. je je trouve que ça le rend encore plus humble et plus beau dans sa démarche. Vraiment. Et voilà, d'ailleurs j'invite tout le monde à s'intéresser à ce qu'il fait parce que c'est pas rien. Et je pense que sans lui aujourd'hui d'ailleurs, on serait peut-être pas là à parler de cet homme sauvage. Après, en fait, ça amène sur un plan beaucoup plus subtil quand on est dans ce type de quête, qui est un plan plus spirituel. D'ailleurs, tu vois avec les Amérindiens, il y a une approche qui est très spirituelle derrière. Et au jour d'aujourd'hui, il faut se faire accepter si on veut voir. Voilà. Donc ça devient... Voilà. Après, on expérimente autre chose derrière. Et oui, on puis, ne fait pas voir ce que et puis on va même si qu'on n'a pas envie de montrer. Autant dans certains pays ils vont te dire ok, pas de souci, oui nous aussi on a entendu parler de ça. Autant ici comme la France, même si je pense qu'on est quand même assez ouvert en 2022, il y a quand même beaucoup de réfractaires qui seraient là à dire ouais mais comme on le voit dans des commentaires des fois, ouais mais oula ils ont abusé du muscat, oula, tu vois ce genre de blague. Oui, toi tu bois pas d'alcool alors de toute façon. Alors moi je bois pas, je fume pas, ouais je suis. Si tu veux quelqu'un de clean, je pense que ouais. Ouais, non mais bon voilà, on n'est pas là pour extrapoler ou mettre en avant n'importe quoi. On est vraiment là nous parce que ça nous fait plaisir de percer des mystères. Oui. Moi c'est pas le seul sur lequel je me suis penché, mais j'avoue que c'est quand même un des des plus prenants. Enfin là il y a beaucoup de terrain quand même quand on veut essayer de voir quelque chose. Et puis... On a été quand même assez gentil, mais on t'a quand même fait courir. Ah moi j'ai pas arrêté. Alors je dois le dire, mes chaussures elles font le taf. Franchement, sans les chaussures que j'ai là, ça aurait été impossible. Mais clairement. Et elles ont vraiment fait le taf. On a monté mais des trucs super abrupts. On se rend pas compte des ponts. Wow, on est... Ah non mais c'est limite quoi. Ouais, on est du 20% je pense. C'était violent. Mais voilà, on allait se perdre. Voilà, dans des... Voilà, plus haut que ça encore, on est monté très haut. Donc c'est pour ça que je vous dis encore une fois, c'est pas partout, il faut vraiment... En général, il faut aller là où les autres vont pas. C'est ça, c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance d'avoir l'hiver, c'est l'idéal. Attention, au printemps, chez nous, il y a des tiques. S'il y en a qui veulent venir s'amuser, se promener dans les coins hors circuit, déjà, il y a les gibiers qui passent. En fait, il faut déjà être un peu tracker sur les bords. Mais attention parce que les animaux charrient des tiques. Ouais. Je peux vous dire que des fois j'en ai ramené, j'ai battu un record, une fois c'était 13 en chartreuse. C'est assez épouvantable, vous avez peur de les trouver aux endroits mal placés et on a toujours peur d'attraper une maladie derrière. Je suis venu au bon moment alors. C'est l'idéal, c'est qu'en ce moment il n'y a pas de feuillage donc on voit bien les arches. Ouais. Après c'est intéressant aussi de voir les arches, à quoi elles ressemblent, parce que la plupart ne sont pas que du bois mort. Ouais. Tu as vu comment ça se... Ouais. Généralement ça fait une sorte de cabane qui se végétalise comme un abri pour se cacher. Donc bon, il y a encore beaucoup de petites choses, de petits mystères à résoudre comme ça. Enfin à résoudre. Et moi, je suis certain d'une chose, c'est que je suis certain de rien. À chaque fois je me remets en question et en fait j'ai l'impression, j'avance mais à la fin tu as encore plus de questions, tu dis mais... Tant qu'on l'a pas vu. Moi je trouve ça très bien et en plus j'ai envie de dire il n'y a pas de mal à s'émerveiller de notre belle planète. Voilà, on n'est pas complètement dingue, on est surtout des rêveurs qui essaient de rationaliser des choses magiques. Ouais. Et c'est souvent les gens
qui ont pensé différemment, qui ont fait changer le monde. Il faut penser différemment. Il faut avoir un esprit au-delà, une pensée non humaine, comme disait Jacques Bergier dans un de ses ouvrages. Il ne s'était pas trompé parce qu'il avait un petit temps d'avance et il disait qu'on rentre dans une époque justement où les gens vont se questionner sur des nouvelles choses, une grande ouverture d'esprit. C'est vrai que la jeunesse qui arrive derrière, comme toi Virgile, et puis on voit, aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe. Nous on était peut-être avec Jean-Yves parmi des personnes un petit peu en avance sur notre temps de ce côté-là. Et aujourd'hui ça fait du bien d'avoir que les sujets peuvent intéresser. Exactement. Finalement on n'a pas travaillé pour rien, enfin surtout Jean-Yves, parce que là c'est vraiment le boulot de Jean-Yves. Ouais. Et en plus de ça, c'est un super mec. Ah, il est original et il a un cœur énorme. C'est un personnage, voilà, exactement, tu as tout dit. Intéressant avec le reportage là, c'est que ça va donner envie aux gens peut-être d'aller autour de chez eux et d'aller vérifier si dans leur forêt il n'y aurait pas ce genre de structure. Et presque que ça devienne un phénomène de mode. Mais en même temps, il ne faudrait pas que ça... du coup, que le fait de l'exposer et que beaucoup de monde voie ce reportage, ça donne envie aussi à des plaisantins d'aller s'amuser, aller faire ce genre de structure, parce que finalement, ça peut être aussi au bout d'un moment comparé à de l'art. Et je pense au crop circle avec ça. Vous savez, au début, il y a des siècles en amont, on parlait des cercles du diable, je crois qu'ils appelaient ça. Et voilà, et donc ces choses bizarres qui apparaissaient dans les champs. Et puis d'un coup, les gens se sont mis à faire pareil. Et ça a été un vrai problème parce qu'à l'heure actuelle, on n'en parle même plus, parce qu'on se dit que ça vient de la main de l'homme. Ce qui doit être majoritairement le cas maintenant, parce que c'est devenu une forme d'art. C'est comme si on faisait un graffiti dans un champ, quoi. Et j'ai peur que ça le devienne aussi. Voilà. Mais je suis content du coup qu'on puisse faire ce reportage là maintenant pour en parler, pour se dire que voilà, là on est dans quelque chose qui pour moi peut s'expliquer mais difficilement. Enfin en tout cas on va essayer de continuer à chercher à savoir pourquoi il y a ce genre de structure dans les bois. Mais là je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui sont sensibilisés à ça. Donc on peut en grande partie se dire que c'est pas forcément fait par des scouts, vous savez, des jeunes qui viendraient pour s'amuser à le faire, ou des groupes de centres de loisirs qui pourraient venir pour faire des tentes, s'amuser à faire. Donc voilà. Excuse-moi, quand on avait commencé à se contacter, je t'avais expliqué que moi j'avais trouvé des trucs et que tu trouvais toujours un indice du fait que c'était fait par des humains. Oui. L'indice c'était qu'il y avait un petit feu qui avait été fait, qu'ils avaient laissé 2-3 cochonneries, qu'il y avait de la ficelle à un endroit, et puis tu la voyais pas, puis tout d'un coup tu disais oh il y a une ficelle. Il y a un apprentissage pour reconnaître une vraie je suis pas infaillible, structure naturelle. Je me suis laissé berner par des trucs. Le fait que tu dises ça, Jean-Yves, tu vois, là c'est filmé. Donc ça veut dire que les gens ils vont se dire bon, mais si on le fait, on n'allumera pas de feu, on n'aura pas de corps, ils vont tout faire. En gros, j'ai fait une connerie de le dire. Non, mais parce que non, là, mais c'est moi qui. Ouais, mais non, parce qu'en fait là on expose un sujet très intéressant et beaucoup de gens s'y intéressent. Et là, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre, c'est pas fait encore. Mais ça risque de le devenir dans l'avenir. Donc voilà. Mais et c'est pour ça que contrairement au crop circle où ces gens-là n'ont pas eu le temps de prévenir, nous on peut le faire. On a la chance de le faire. Donc ne faites pas de bêtises. N'allez pas vous amuser à faire les mêmes choses. Comme ça, ça permettra de continuer de pousser la recherche sur ce sujet des arches et de l'homme sauvage. Enfin, on peut l'appeler comme vous voulez, mais voilà, effectivement, on peut bien voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et j'ajouterais un truc, c'est que c'est aussi pour faire certaines arches, moi je prendrais, même si je voulais essayer de les faire, je ne prendrais pas le risque, parce que le risque de prendre une branche sur la tête ou même parfois un beau morceau de bois sur la tête, il doit être assez important. Oui, puis on allait bien se perdre. Voilà. On est vraiment monté sur des... C'est très abrupt. Et Jean-Yves, on parle en connaissance de cause, parce que Jean-Yves, il s'est pris une branche. Oui, j'ai eu un accident de bûcheronnage. On peut presque dire que je suis un miraculé, parce que je suis revenu de loin, quoi. Alors on est où ici?
Sarsounas. Où ça? Sarsounas. Sarsounas. Sarsounas dans la Chartreuse. Et donc, de la Pindéa. et donc cet édifice en pierre là, ça c'est quoi en fait? C'est censé représenter quoi? Ça c'est une sorte de chapelle de pierre naturelle couverte d'un tapis de mousse. Donc là ça se voit moins à cette époque, c'est l'hiver, mais l'hiver c'est beaucoup plus... il vaut mieux venir l'hiver parce qu'au printemps c'est rempli de tiques ce secteur. Il y a beaucoup de passages de gibier, d'ailleurs on suit les chemins de gibier pour y aller. On voit que c'est peu fréquenté parce que la neige, personne, il n'y a pas une empreinte de pas, donc il passe pas souvent un humain dans le coin. Et donc cet endroit est réputé pour... alors, jadis, au temps des Romains, il y aurait eu un culte de Mitra, mitraïque. Sachant qu'il y a quand même un ancien chemin qui n'est plus utilisé, on le voit bien de en bas, c'était probablement un chemin médiéval. La route après a été construite plus bas pour les voitures. Et je suppose que ce site ensuite est resté d'origine païenne. Il faut savoir que la plupart des sorcières se cachaient dans les montagnes à l'époque de l'Inquisition, mais continuaient leur culte en adoration de je ne sais quoi, de la nature ou des esprits élémentaires, je ne sais pas. Et ici c'était un lieu où les sorcières étaient censées mener un sabbat. D'accord. Donc la pierre a été quand même façonnée, il devait sans doute y avoir un toit même. Et la pierre a été façonnée, on va voir. Donc il y a là... des détails effectués sur la roche brute. Alors ils ont conservé quand même l'état brut de la roche. Et c'est vrai que c'est déjà assez étonnant parce qu'on dirait vraiment... trouver un caillou comme ça au milieu de la forêt, déjà on ne sait pas géologiquement comment ça pu se former, c'est compliqué à expliquer. Ça c'est sûr. Du coup ça passait pas inaperçu au temps où peut-être c'était moins boisé. Et les gens ont utilisé cette particularité pour en faire un lieu de culte. Enfin, pour eux ça fait peut-être un sens sacré derrière. Moi pour être franc là, quand j'arrive sur les lieux et que je vois ça, j'ai plus l'impression que ça a été fait par la main humaine alors que c'est simplement la nature qui aurait fait... Alors là oui, il y a une roche brute et après l'empreinte humaine s'est manifestée pour faire des portes. Alors on va les voir un plus en détail. On y va? On descend? Allez. Alors il y a de la neige de partout dedans, parce qu'il y a plus de toit. Alors encore une fois, je vous le dis, mais franchement... ça c'est rien, il y a plein de mystères. Si ça c'est pas de l'aventure, et puis je peux vous dire que ça descend. Hein. Parce que par contre il y a peut-être la présence d'animaux parce qu'ils sont rentrés avec des traces dans la neige. Donc il y a longtemps qu'aucun humain n'est venu ici. Donc la neige est vierge. Voilà. Oh génial, donc... Ah oui, ok, donc là on peut voir une ouverture. On a les empreintes d'un blaireau là. C'est un blaireau qui squatte le coin. Donc là on peut voir une ouverture. On voit bien que la roche a été sculptée. Là, on avait peut-être même pas une porte. Voilà. Toi tu penses qu'il y avait une porte ici? Ici on a gratté, on a trouvé des poteries. Ah oui c'est sûr, viens voir de ce côté-là. D'accord. Il y avait des scellements qui avaient été effectués. L'escalier ici. Ah c'est génial. On est à l'intérieur C'est génial. de la chapelle roche. Non mais là c'est... Il manque plus qu'il y ait... de mousse. Il manque plus qu'il y ait des petites fées, des trolls et... Et moi je encourage tout le monde à aller chercher les mystères. Ouvrez vos vieux bouquins, bon sang, allez fouiner les archives des bibliothèques. Laissez pas mourir toutes ces connaissances. Et puis ceux qui aiment l'aventure, voilà, je déclare un nouveau sport ouvert, le sport à l'aventure. Alors on apprend à faire plein de choses quand on cherche des choses comme ça. Et puis en plus on essaie d'avoir de la connaissance. Voilà, c'est un sport pour moi. En tout cas je confirme parce que... Il y a des résultats au bout. Le chemin que tu nous as fait prendre, alors déjà il est quasiment... on le voit pas quoi. Et il faut vraiment connaître. Et ensuite on a marché. Alors faut dire que quand même c'était assez chaud, c'était un petit peu dangereux quand même. Il y a un peu de passage. Voilà, mais faut le trouver. Et je pense qu'il n'y a rien qui signale qu'il y a ce genre de lieu. Ah non, pour l'instant j'ai commencé à en parler, mais je dévoile pas tout. Je connais beaucoup de sites un peu curieux. Je dévoile pas tout. Bon, après ce que j'ai peur, c'est qu'il y a des gens qui viennent commencer à faire des barbouillages sur les murs ou à squatter la nuit pour picoler. Enfin, le problème il est là, c'est qu'ici c'est quand même un site qui est assez accessible encore pour l'instant.
Oui, oui. Mais il faut le connaître quand même. Ah oui, il et c'est était là où il y a, caché, hein. ouais, et c'est là où il y a cette magie, c'est que moi par exemple là je t'ai suivi, je trouve que c'était un petit peu périlleux, mais c'est ça, il y a un côté un peu secret, on sait pas trop où on va débarquer, et là on arrive devant ça. Et qu'est-ce que tu ressens là comme vibration? C'est quand même insolite d'avoir de la roche comme ça. Moi franchement, ça me fait penser à, et voilà, au Seigneur des Anneaux, tu vois, tout ce genre de film, de contes et légendes. Sans puiser dans l'histoire, c'est tout. Et non, mais c'est ça, voilà. Et Tu sais sur quoi tu marches là, Virgile? alors dis-moi. Là, sur le plafond qu'il y avait autrefois, il y avait des charpentes qui avaient été faites. Donc on peut voir des pièces de salement. Donc la main humaine s'est posée quand même sur cette roche naturelle. Ah oui, Et on voit effectivement. qu'il y avait une porte avec une forme. Donc ça c'est assez particulier et c'est pas commun quand les portes se finissent un peu en pointe. On voit qu'il y avait une marche qui avait été... Ouais, taillée j'ai vu également. ça, ouais. Quand on a gratté un petit peu, on n'a pas le droit de le faire, mais enfin, on gratte un peu les feuilles parce que bien sûr, depuis, il y a eu une accumulation de feuilles mortes qui sont tombées sur l'ancien toit. Donc on a trouvé les morceaux de terre cuite et de... Donc il y a bien quelque chose. Et nous, on soupçonne qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Alors peut-être même un escalier pour descendre, ou alors des étages, c'est pas impossible aussi. Et peut-être une sorte de crypte, parce qu'il est dit dans les écrits archéologiques que c'était un site mitraïque. Il y a des découvertes qui ont été faites ici, D'accord. qui ont été rapportées dans les musées. Ça, c'est certifié d'authentique. Donc ça veut dire qu'ici, on marche peut-être sur un trésor mitraïque. Il faut savoir que mitraïque, c'était quoi? C'était un culte romain. Et les Romains, comme ils avaient peur de prendre la route, il fallait qu'ils s'accordent toutes les bonnes grâces des divinités de l'époque. Et ben quand ils arrivent dans ces sites, ils faisaient quoi? Ils jetaient des petites pièces, ou ils faisaient un petit don dans un trou, dans une crypte, à la divinité locale, donc Mitra, pour qu'on la protège sur le chemin. Et donc c'est des endroits où souvent on peut retrouver des trésors. C'est certaines personnes de ma connaissance, comme vous pouvez visiter André Douzet, vous pouvez visiter son musée au musée de l'étrange, a découvert un trésor mitraïque du côté de Périgos, au sud de la France. Et enfin voilà, il y a toute une histoire derrière. Bon bah moi je cherche pas de trésor, pour moi peut-être qu'il n'y a plus rien, il a sûrement déjà été trouvé depuis longtemps. Et puis j'ai envie de dire, il y a presque C'est surtout pour l'histoire du lieu et je crois qu'il y a quelque chose de vibratoire ici. la magie opère en tout Ouais. cas. Et je pense que les sorcières ont dû achever le plan derrière le culte de Mitra et faire des sabbats ou des choses comme ça. Des hommes sauvages, Une chose qui est certaine, c'est que ça des n'impliquait sorcières. pas de bourricots ou d'animaux, parce qu'on se serait pas pris la tête, je pense, à sculpter ce genre de porte. Et puis aussi éloigner des habitations, ça paraît un petit peu... Voilà, Oui. rapprocher les bêtes l'hiver, parce qu'on n'a pas envie qu'elles se fassent manger par les loups, sachant qu'ils sont revenus, ça y est, en Chartreuse. Voilà, quoi. Puis il y a du lynx aussi, il faut savoir que... Non mais la magie opère et tu vois quand j'entends parler d'hommes sauvages, de sorcières, de petites personnes, le petit peuple qui aurait été aperçu aussi, afin que ça pousse à l'imaginaire, ça pousse à l'émerveillement. On peut imaginer qu'il y a eu des feux, qu'il y a eu quelque chose, comme un conduit de cheminée. Après ça, c'est absolument pas certain. Hein. Voilà, à mon avis, les gens, enfin, il s'est passé quelque chose ici, on le sent, il y a quelque chose. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça pousse à l'imaginaire, à C'était pas une imaginer cabane le de lieu. jardin. Ah, ouais. Allez, On regarde dans le détail qu'il y avait un passage plus bas. Alors moi je suis sur un tapis dessous, c'est plein de feuilles mortes. Donc en fait il y avait une entrée de l'autre côté encore. C'est-à-dire qu'il y en a qui passaient par en bas, qui montaient par le sentier. À l'époque il n'y avait pas l'arbre qui était là, ce qui est dommage parce que du coup ça... Et les gens pouvaient rentrer aussi par en bas. Donc il y avait une entrée et Ah oui, d'accord, une il y a une sortie. Il y avait porte en plusieurs bas à entrées et droite. sorties. Ouais. Il y avait un passage ici, on passait sous une arche sculptée encore. Ça c'est pas naturel, ça a été taillé aussi. J'étais descendu dans le truc, mais là bon c'est un petit peu glissant et je pense qu'il y a une bonne épaisseur de neige et j'ai peur de... Oui, j'ai on peur va que pas ça prendre de s'enfonce risque. avec le poids de la neige et tout. Ah, j'adore. Après ça doit être quand même assez solide parce que quand on voit l'arbre qui a poussé dedans, tapis de racines, ça tient la chose. Mais bon, on va pas prendre de risques. En plus on est en fin de journée et je trouve que... Ouais, on est bientôt, on est 5h. Ah ouais, et Là, ça, on va voir regarde le soleil, le Ah ouais. positionnement du coucher de soleil. ça donne du cachet, hein, vraiment. Curieusement,
On est orienté, ça j'ai vérifié avec les boussoles, on peut même, j'en ai une, et ben on se trouve sur le coucher du soleil à l'ouest. L'orientation c'est quand même assez mystique tout ça. Perfect après, timing. On peut inventer des histoires. Le timing est parfait, mon ami. Voyageons. Alors, imaginons. Tout bon aventurier et une boussole. Perdu dans les bois si vous n'avez pas ça. Donc on peut voir l'ouest, le nord, le sud, l'est et là l'ouest. Coucher de soleil à l'ouest. Assez dingue. Et curieusement au nord c'est la pile la façade ici et le sud c'est de ton côté. C'est là. On est vraiment. L'orientation est parfaite en nord-sud. C'est dingue hein. Nord, sud et le lever du soleil, curieusement le rayon il se faufile entre Écoute, les... moi je sais pas quoi te dire, mais encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un signe dans... J'en sais rien. Franchement. Mais quand on fait de la recherche, C'est quand même troublant. peut-être que c'est une fausse piste, hein, mais Ouais. voilà, on peut rien renier. Tout bon aventurier toujours sa boussole. Attention, achetez des boussoles, très important. Acheter des boussoles On est pour vite pas perdre. perdu. Bon, chez nous on a quand même des massifs, hein, mais quand on est sous les forêts, des fois on voit rien. Non, mais il y a toujours, j'ai l'impression que dans certains lieux qu'on dit sacrés, il y a toujours cette, comment dire, je pense à la pyramide de Gizeh, enfin, c'est un exemple bien sûr, mais à plein d'autres lieux assez sacrés, on a l'impression que finalement, il y a toujours cette connotation avec les directions, le nord, le sud, l'ouest, l'est. C'est... Même si cela est naturel, la disposition est parfaite. Nord, Ouais, sud, est, ouest. C'est ça. Donc il y a déjà quelque chose de sacré. Après on voit une ouverture qui a été creusée de la main humaine. Il y a un côté mystique, hein. Il faut quand même se... hein. Et tout ça, ben, on trouve quelques informations dans des archives. Mais on ne sait pas grand chose en fait. On ne sait pas grand chose. Même les archéologues n'ont pas trouvé grand chose. Ils ont juste un peu gratté le sol. Pour l'instant, voilà, c'était toute la magie de ces lieux où ont vécu des gens, des personnes, ont pris le temps de gratter, il y a eu une occupation. Pour moi, elle est sûrement d'origine païenne au Moyen-Âge. Je te rejoins dans ce sens. Sachant qu'à mon avis, ça a été creusé. Il y avait une forme de fenêtre, et il y avait un toit. Pour moi, il y avait un toit. Ouais, j'ai l'impression que ce qui est creusé ici en haut, on peut voir, là et de l'autre côté derrière moi, j'ai l'impression qu'il y avait des poutres. Qu'on assemblait pour faire ensuite le toit, la En charpente. toute sincérité, s'il y avait un généreux donateur qui voulait participer à la restauration de cette roche pour faire une sorte de chapelle, un lieu, un renouveau chrétien ou j'en sais rien, enfin, ça serait pas une folie que de créer une petite chapelle de prière, surtout vis-à-vis de l'exposition, de plein de choses. Pour moi, il y a un sens, il y a quelque chose de sacré ici. Ouais. On le ressent un petit peu, on C'est le une ressent idée quand qui même. m'est passée dans la Ouais. tête. Je vis une aventure Ou alors, extraordinaire. On son jus et on bénéficie de ça avec un toit ouvert sur le ciel. et c'est beau de se dire que ce genre de merveille est chez nous. Ouais. Mais il y en a partout. C'est ça. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Quand on cherche bien, ben, Ah, il y a beaucoup d'autres merveilles dans Chartreuse, c'est très magique. là on pourrait s'imaginer tu vois, voilà, qu'il y ait un lutin qui apparaisse ou d'autres J'en ai jamais vu. choses du genre. Mais ça pousse à... Il y a des blaireaux en tout cas, des et puis deux aventuriers. Ah ouais, là t'as cassé les mythes là. Bon, je vais pas vous dire combien de fois je me suis cassé la tronche en descendant pour pouvoir arriver là-bas. Donc devant devant ce lieu, ce monument de pierre, l'important c'est que je sois arrivé en vie. Un gros vaisseau de roche qui nous emporte. Il y a un petit look PlayStation 5 je trouve. Alors imagine tout ce qu'il peut y avoir de contenu entre ces deux rochers. On dirait un escalier, non? Peut-être. Je sais pas ce qu'il y a pu avoir. Ça donne une impression d'escalier. Enfin ouais. On peut tout imaginer en même temps. Là il y a une paroi
Et là, tu as vu le chemin moyenâgeux, il était ici autrefois. Les gens passaient par là. Donc tu vois, le chemin était assez important. Ça se trouve même des petits tracteurs sont passés dans le champ. Et je pense que les voyageurs à pied à l'époque, diligence et tout, passaient là. Et ensuite, la route a été faite en contrebas, plus proche du torrent. Peut-être parce que c'était plus facile. Et donc ce petit chemin n'est plus emprunté, sauf par les animaux, tu vois. Les animaux, ils trouvent leur compte et ça leur facilite le voyage, tu sais. Ils se promènent là. C'est plein de petites traces d'animaux. Donc il n'y a pas grand monde qui passe souvent. Et je suis pas sûr qu'ils fassent attention en fait. Et beaucoup C'est vrai passent que- sans y faire attention. Ouais. C'est surtout ça. Bon, le caillou interpelle quand même. Oui, oui, oui. Mais, Et encore plus quand on s'y approche. après, quelques arbres, c'est majestueux. Quand on regarde l'épicéa à côté, avec le tronc qu'il a, c'est super. Alors bouge pas Damien, je vais te filmer de loin, comme ça on va voir la hauteur de l'édifice. Voilà. Donc c'est sacrément balèze. Non, j'allais dire, et maintenant, que s'est-il passé ici? Culte païen, Voilà. sorcellerie. Quand tu descendais, après, on dirait que cette ouverture a été faite aussi. Comme si tu descendais Ouais. en dessous. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été fait, ouais, là. Effectivement. Ça a été creusé. Comme la petite fenêtre qui est là en V, celle-là, j'ai encore un V, comme s'il y avait... Et puis tu sais, comme si on pouvait descendre au fond. C'est curieux, qu'il y avait un système qui avait été fait pour qu'on ait de la lumière. C'est Naturel. limite, ça ressemblerait presque à des remparts. Ouais. Ouais. Après, bon, le crochet, ouais, il est naturel. Ça a été utilisé. Mais ce qui est surprenant, vraiment, c'est le positionnement parfait, nord-sud. C'est... Ouais. J'avoue que c'est assez bluffant. Encore une fois d'ailleurs. Parce que c'est pas... Voilà, encore je le répète, mais c'est souvent dans des lieux dits sacrés où on retrouve ce genre de phénomène en Et fait. t'as pas bien de cailloux, si tu regardes autour, t'as pas bien d'autres cailloux de ce type. C'est vrai, C'est étonnant. À gauche, un peu plus près, exactement. ça, c'est la route de la Belladone. En sous-chemin. Alors on a bien parcouru, on trouve pas à cette époque, il y a un hiver, elle sèche, elle repousse au printemps. On trouve une belle petite plante sauvage. Donc la Belladone, c'est quoi? C'est une plante des sorcières, Et oui, utilisée dans les potions magiques. On Oui. trouve une autre plante de sorcière également dans le coin, tout près de nous. C'est une orchidée qui est utilisée par les sorcières, c'est une dactyloryza. Donc on utilisait la racine pour des rituels magiques. Parce que la dactyloryza, elle a cette dactylo qui vient du grec, qui veut dire les doigts. On a l'impression que c'est des petites mains. d'accord. Elles avaient un sens, le côté anthropomorphique, le côté humain, en fait, avait un sens pour la magie et la sorcellerie. D'accord. Après, la belladone était plus utilisée pour ses effets hallucinogènes. J'aurais envie de rajouter finalement, peut-être qu'au final ce sont nous-mêmes qui nous sommes éloignés de tout ce fantastique, de tout ce savoir ancien. Nous avons évolué, nous avons progressé, mais la question qui demeure, c'est allons-nous vraiment dans la bonne direction? Je vais rester optimiste et vous dire que je crois profondément en l'homme bon. Quand j'allume ma télé, c'est pas très joli tout ce que je peux voir. Et c'est pour ça que je vous dis que se reconnecter au fantastique, au mystère qui entoure cette planète, tout comme cette magnifique région, est primordial pour le bien-être personnel, mais aussi pour l'intérêt porté aux histoires anciennes et à tout ce qui nous entoure, qui vont nous permettre par la même occasion, en utilisant le mystère, de découvrir, de se cultiver et d'enrichir notre mémoire sur plein de choses.
j'étais en train de regarder ce fascicule, on va dire, et j'ai vu que donc ici derrière, quelqu'un aurait aperçu ce genre de créature. Ben oui, en Norvège. On ne sait pas dire si c'est des cheveux ou si c'est un vêtement. C'est bizarre. Ouais. C'est quoi, c'est une tunique là? Je sais pas dire. Ouais, franchement. Là, on dirait plutôt un vêtement et là, on pourrait plutôt croire des cheveux. Enfin bon. Même sur le visage, on pourrait presque distinguer des écailles. Voilà, des écailles. Ça me fait penser à une pomme de pin avec des yeux et une bouche. Ah ouais, exactement. En Norvège. Et c'est vachement récent en plus. Ouais. Janvier 2000. C'est vraiment une histoire étrange. Alors ici on a une représentation de Philippe Coudray. Donc c'est un dessin d'un petit être. Et donc ce petit être, il faut savoir que Dimitri en avait parlé lors d'une vidéo précédemment où il était expliqué qu'en fait, il semblerait même qu'il y a un rapport de gendarmerie là-dessus. Il a été vu par, oui, je crois que c'est une colonie de vacances. Voilà, il aurait été vu par une colonie de vacances. Il a été vu par pas mal de monde, quoi. Et donc il en a fait un dessin. Philippe Coudray qui est un dessinateur professionnel, quoi. Exactement. Et là il y a le même en train de fuir. Voilà. Donc il aurait vu fuir dans À quatre pattes. de cette façon. Et alors Une histoire bien mystérieuse. voilà. Et c'est tiré du bouquin là, de Florent Barrère. Sur les traces Voilà. de l'homme sauvage. Que je ne saurais que vous Aux conseiller. éditions Favre. Nous arrivons au terme de cette trilogie sur l'homme sauvage. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder chacune de ces vidéos. Je voudrais remercier chaleureusement encore une fois Damien et Jean-Yves qui ont été des hôtes vraiment extra et bien sûr souligner leur grande gentillesse et bienveillance. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dois vous avouer que je m'estime très chanceux de vous avoir dans mon cercle d'amis. En ce qui concerne l'homme sauvage, je pense qu'il a réellement existé dans le passé. Quand on voit toutes ces sculptures dans la pierre, dans le bois, mais aussi toutes ces peintures, est-ce que l'homme sauvage par contre existe encore aujourd'hui? J'ai envie de dire que le mystère demeure. En tout cas, comme vous avez pu le voir, beaucoup continuent de le chercher. Tout ce que vous avez pu voir dans ces vidéos, tout ce qui a été exposé, peut être bien sûr tout à fait débunké, et c'est donc à vous de choisir ce que vous préférez. Voir ces vidéos avec de l'émerveillement, avec du mystère et même de la magie, et prendre plaisir à croire encore qu'à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose se cache dans nos bois et joue même à nous laisser des indices. Ou alors, vous pouvez aussi faire le choix de regarder ces vidéos comme une fiction, un bon et long divertissement. Il est important de respecter les personnes qui ne croient pas, tout comme ceux qui souhaitent d'y croire. Même si bien sûr, ce reportage a été fait pour essayer d'amener des preuves, en tout cas des signes de l'existence de cet homme sauvage. Quant à vous tous, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence,
l'ouverture négative de notre époque. Et je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et personne ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Et surtout, je vous souhaite d'être vous, fiers de l'être et heureux. Et n'oubliez pas de rester connecté au mystère. À très bientôt. Alors, dans le musée en ce moment, il y a une exposition sur l'Amazonie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir sur une grande toile, en fait, ici en bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Des représentations d'êtres surnaturels, de toutes sortes. Et là, on est là, encore une fois. Voilà, donc tout velu, donc qui ressemble étrangement aussi à la statue qu'on vient de voir. C'est décidément, il nous poursuit. On en voit partout maintenant. C'est ça. Alors qu'on cherche pas fort. Enfin, on cherche à le voir si, mais bon, c'est lui maintenant qui nous poursuit, on dirait. Alors voilà, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais enfin, ça n'a rien à voir. C'est ça. Hein. En fait, on était avec Damien, en train de se balader donc sur l'exposition, qui est absolument génial. En plus, on peut y voir le globe de l'époque, comment il était dessiné. Je vous montre un petit peu. Regardez l'Italie, la France. Voilà. C'est une très très vieille représentation, hein, bien sûr, mais c'est super intéressant. Elle est parfaite, mais je la trouve assez stimulante. Ouais. Puis c'est chouette de voir ça, de voir comment on représentait le monde à cette époque-là. C'est assez fascinant. Donc voilà. Comment elle était. Si vous n'êtes pas loin de Grenoble, je ne saurais que vous conseiller de venir voir l'exposition du musée dauphinois. Voilà, dans le musée dauphinois sur l'Amazonie. C'est vraiment chouette. Voilà, je suis face à quelque chose qui n'est pas très joli. Qui devrait nous alarmer sur la situation actuelle. Je sais pas ce que tu en penses, Damien. Donc là, on arrive en fait à la fin de l'exposition. Et donc on peut voir ce genre d'image et ça fait un petit peu peur, faut le dire. C'est la destruction de la biodiversité et d'espèces encore inconnues, que ce soit des plantes ou des animaux. Mais surtout, c'est une destruction où il y a un intérêt majeur derrière, c'est l'économie et la richesse. On détruit tout par intérêt économique. Quand on est débile, on fait encore des guerres. Bon, là on vient de tomber sur une table animée et je crois que Damien la veut chez lui. Ouais. Tu veux la même? Ouais, je vais tout faire pour m'en procurer une, ou fabriquer une des fois. Alors je présente. Non mais je trouve ça génial. Tu peux regarder ton film en mangeant, moi tu lèves pas la tête là. Manifester d'eux-mêmes pour essayer de faire changer les choses. Et ce qu'on remarque, c'est que les femmes ont des formes. Voilà. Elles ne les cachent pas. Et elles sont fortes. Ça se voit, elles sont déterminées. Et quand je vois l'image qu'on se fait d'une princesse un peu bimbo de nos jours, je me dis que le vrai courage,
La vraie princesse, elle se trouve dans sa façon d'être. Et pour moi, ces femmes-là, ce sont de vraies princesses en termes de valeurs humaines. Elles se battent pour une vraie justice